vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est quoi le mardi? Je vous voyais venir. Mais on aime bien ce rendez-vous du mardi. Ouais. Parce que c'est Parce concret. qu'on parle d'emploi. Ah, l'emploi. Voilà. Hein, et aujourd'hui, on reçoit pour en parler Aurélien Pogam, qui est directeur associé France chez Astrelia, qui est un cabinet de conseil en ingénierie, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. Voilà. Et puis Anna Walid, qui est cofondatrice de Millet. Millet, marque naturelle dédiée à l'équilibre hormonal féminin, toute nouvelle, sans aucune hormone de synthèse. Bonsoir Anna. Bonjour. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Et puis on a aussi Paul-Léon Daridis, pardonnez-moi, qui est président du réseau des business angels des grandes écoles. Bonjour Paul. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes ce qu'on appelle en visio. Voilà. Précisément. Et on fait un petit point sujet. Allez, l'ultra-concurrence des marchés en question ce soir. Cette ultra-concurrence est devenue une réalité dans le paysage économique actuel. Elle implique non seulement de conquérir de nouveaux clients, mais aussi de fidéliser ceux déjà acquis tout en gardant l'œil vigilant sur les mouvements de la concurrence. Bref, transformer ces défis en opportunités de croissance, est-ce incontournable pour les TPE, PME, tout petites moyennes entreprises et ETI d'aujourd'hui? Nous avons 3 spécialistes et 3 secteurs pour nous répondre. Comme quoi, Judith, on va avoir encore des réponses ce soir. Ouais. On attend toujours aussi un des 3 spécialistes qu'on attendait, mais on en a un de plus, donc tout va bien. Alors, ça fait 3. Voilà, ça 3 moins 1 plus 1, 3. Voilà, c'est bon, on est bon. C'est de l'ingénierie. Nous aussi, nous faisons de l'ingénierie. Hein. Bon, excusez-moi, il est 19h. Hein. Bon, alors on va commencer par vous Aurélien Pogam. Du coup, justement sur la pertinence et la performance des produits par rapport à ceux des concurrents. C'est un sujet forcément chez vous, quoi. Hein? Alors nous, on intervient plus sur du conseil, service, oui, du service, ouais, exactement. Bien sûr. Donc on est ce qu'on appelle une ESN, donc pour expliquer le terme parfois qui parle pas tout le monde, c'est entreprise de services numériques. Oui. Donc notre métier finalement de manière assez basique, c'est de recruter des ingénieurs en CDI chez nous. Avec des compétences fortes. Ouais, CDI carrément. Ouais, exactement. Ouais, c'est des pour salariés, nos clients, mettre à disposition de nos clients pour répondre à leurs projets. D'accord. De manière assez simple. Vous, en termes de concurrence dans le numérique, on est à fond. Là, on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Et d'ailleurs, vous les mettez chez les clients, hein, en fait, souvent, ils interviennent effectivement directement chez nos clients. Ouais. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est des grands comptes, c'est les acteurs majeurs de la banque, de la finance. On travaille dans l'assurance, dans le retail, dans le e-commerce. Voilà, on est dans le transport également. Donc on est présent sur différents secteurs très transverses, qui ont tous et toutes leurs problématiques. Et notre enjeu, il est assez simple, c'est que tous, on utilise nos téléphones, les sites internet, où on consomme du service, on va regarder ses comptes sur son application, on va faire des opérations courantes, on va acheter des produits sur Internet, etc. On paye les impôts. Exactement, ça fait partie, exactement. Et tout ça, là, il y a un système d'information pour gérer tout ça. Et souvent, c'est nos ingénieurs qui interviennent pour qu'on puisse avoir ces services-là, de manière très, très basique. Et vous, donc, Anna Walid, je rappelle que Millet, c'est une marque nouvelle, c'est une nouvelle manière de traiter finalement les problèmes féminins. On imagine que, évidemment, on le sait d'ailleurs, il y a beaucoup de monde sur le marché. L'impertinence de votre produit, c'est aussi comme ça que vous vous démarquez finalement. En fait, l'idée de Millet, c'est effectivement, vous l'avez dit, d'aider les femmes à apaiser les symptômes autour des problématiques d'équilibre hormonal. Ce qu'on appelle l'équilibre hormonal, c'est les syndromes prémenstruels, le postpartum, la périménopause. Et donc, c'est des cosmétiques et compléments alimentaires, bio, vegan, etc., qui vont permettre d'apaiser ces fameux symptômes. À l'époque, quand on s'est lancé, quand on a commencé à commercialiser en 2021, on a nommé équilibre hormonal ce qu'on imaginait être toute la somme de déséquilibres hormonaux dont peuvent souffrir les femmes de la puberté à la périménopause, mais en étant un peu, si vous voulez, c'était pas une expression préemptée. Enfin, il n'y avait pas d'existence propre de cette expression. Et en fait, je vous avoue que la question de la concurrence, parce que c'était la question. Oui, ça c'est terrible, ça pour vous, parce que tout le monde essaye de faire son truc, plus ou moins crédible, et là vous devez justement avoir l'œil. Hein. Mais en fait, moi, j'étais contente de voir les concurrents, parce qu'en fait, je m'étais dit, en fait, on s'est dit finalement, parce que j'ai une associée qui s'appelle Caroline, que on n'était pas seul à penser le phénomène de cette façon-là. Et en fait, ça a été premièrement libérateur assez aussi. Rassurant de se dire, alors après, chacun se lance avec ses spécificités. En général, sur la problématique de l'équilibre hormonal, c'est plus la problématique, elle est plus liée aux compléments alimentaires. Donc il y a des boîtes concurrentes qui se montent, mais qui sont plus
sur les compléments alimentaires. Mais à côté de ça, encore une fois, moi, j'ai accueilli avec beaucoup de soulagement l'idée que, en fait, cette idée, elle n'était pas mauvaise puisque d'autres gens avaient pensé à la même chose. Vu comme ça, effectivement, c'est bien. Alors, Christophe Pinguet, oui, maintenant. On accueille Christophe Pinguet, qui est directeur du pôle Doc et Mag chez Troisième Œil, qui est une société de production audiovisuelle rattachée à Media One. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Alors Christophe, on va vous poser la même question. Comment est-ce que vous faites pour être plus pertinent finalement que vos concurrents et construire ce gros paquebot que vous êtes en train de construire Et la concurrence dans l'audiovisuel, nous connaissons, clair, ma bonne Judith. Il y a du monde. Non, alors moi je suis originaire de Troisième Œil Production, qui était la société mère de Pierre-Antoine Capton, qui a fondé cette société il y a un peu plus de 30 ans et qui aujourd'hui est à la tête de Media One, donc une société qui a été créée de toutes pièces, c'est une SPAC, qui a été créée il y a 6 ans aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, je suis une des filiales, je ne gère pas tout Media One, mais Troisième Œil est une filiale importante puisque c'est la production de C'est à vous, qu'on voit tous les soirs sur France 5. C'est évidemment C'est dans l'air, qui est une émission politique. Et puis un certain nombre de documentaires ou de magazines hebdomadaires ou quotidiens. Moi, je m'occupe plus particulièrement des magazines de découverte, les carnets de Julie, notamment, avec Julien Andrieux. Sur France 3, je me suis occupé beaucoup de Thierry Ardisson sur sa nouvelle émission. Oui, d'ailleurs, il y avait un sujet avec Thierry Ardisson, je vous coupe 2 secondes. Vous avez produit l'émission Hôtel du Temps, justement, en utilisant l'IA pour reproduire les voix, etc. Et du coup, il y a un vrai impact de l'IA, justement, sur le marché audiovisuel. Comment vous faites avec votre concurrence, justement, à ce niveau-là? Alors, l'IA, c'est quelque chose qui arrive. Donc, nous, on y croit depuis 4 ans. C'est avec 4 ans qu'on a développé un certain nombre de logiciels avec Thierry et puis avec MacGuff, notamment pour ce qui concerne la vidéo. Et donc on est en avance par rapport à nos concurrents, mais on essaye de faire attention parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont mettre en danger certains emplois, ça c'est sûr. Bon, Christophe Pinguet, dans votre domaine que nous connaissons bien, je le rappelle, il y a une concurrence exacerbée, tout le monde produit. Alors, on peut avoir un superbe documentaire, un superbe concept d'émission, mais le plus dur est de durer. C'est quoi le secret pour, non pas mater la concurrence, mais on va dire s'en distancer? Non, le vrai secret, le juge de paix, c'est l'audience, d'une manière ou d'une autre. Nous, on gère des émissions qui marchent, et donc elles restent à l'antenne. On en a d'autres qui marchent moins bien, et l'exemple de Thierry Ardisson est le bon exemple, puisqu'on a fait 3 numéros, et que pour l'instant, ça n'a pas trouvé, en tout cas, le public nécessaire à continuer ces émissions. Et donc, l'audience a fait que France Télévisions n'a pas souhaité continuer cette émission-là. Mais toute l'avance qu'on a prise sur l'IA va nous permettre de proposer d'autres choses. Mais le juge de paix unique, vous le savez bien, en télé comme en radio, c'est l'audience. Voilà. Aurélien Pogam, c'est qui le juge de paix chez vous? C'est quoi? C'est le chiffre d'affaires? Dans le domaine de l'ingénierie, donc, rappelons-le. Comment ça se passe? Alors, Christophe a évoqué la partie IA. Nous, typiquement, il y a un sujet qui est lié, bien sûr, c'est la data. Donc là, typiquement, nous, c'est un sujet sur lequel on a investi également. Il faut savoir, dans notre secteur, il y a des acteurs qui sont c'est des milliers de personnes dans le monde entier, et il y a des acteurs qui sont où il y a vraiment sur l'expertise spécifique. Nous, effectivement, on intervient, alors sans rentrer dans le détail technique aujourd'hui, mais on intervient sur un écosystème de bout en bout aujourd'hui qui, effectivement, permet de rendre en fait du service aux clients, de la performance sur les applications, que ce soit sécurisé, etc. Donc ça, c'est nous ce qu'on propose sur le marché. Après, on va pour rentrer dans le vif du sujet sur le recrutement et la fidélisation, qui est un vrai sujet chez nous, effectivement. On va en parler tout à l'heure. Le pilotage, le recrutement, ça fait partie des sujets qu'on va évoquer avec vous, évidemment. Mais vous, effectivement, comme on l'évoquait pour la production audiovisuelle, il y a un retour sur la qualité de ce que vous proposez, et vous évoquiez la data justement parce que c'est la base finalement. C'est la base, et on est dans un secteur qui évolue constamment. Donc nous, on est obligé de faire la veille quotidienne pour à la fois proposer à nos candidats, à nos futurs salariés de nous rejoindre et de les former sur les bonnes technos, parce que ce qui se passe dans un mois, dans 6 mois, ça sera peut-être différent. Et là, on vous loupe pas. C'est normal, c'est le principe. Paul Léon-Daridis, je rappelle que vous êtes président du réseau des business angels des grandes écoles. Justement, dans les grandes écoles, on imagine que ce travail sur la concurrence en amont et sur comment on va positionner son produit ou son service pour pouvoir justement être concurrentiel, tout bêtement, ça fait partie des sujets que vous abordez aussi. Absolument. Mais en fait, notre nom, Business Angels des grandes écoles, veut dire simplement que nos membres, ce sont des anciens élèves de ces grandes écoles pour majorité,
Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous finançons des startups qui viennent avec leur projet le déposer sur notre plateforme. Nous examinons le projet. Par exemple, nous aurions très bien pu financer Millet si nous avions... Elle sourit, elle sourit. Est-ce que vous avez besoin de financement? De projets innovants, d'entrepreneuriat, d'une idée nouvelle que nous finançons dans une phase que je qualifie d'amorçage. C'est-à-dire, je vais prendre quelques minutes pour expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit pour l'amorçage. Tout d'abord, les entrepreneurs qui ont une nouvelle idée, qui créent une entreprise, ils vont mettre leurs économies pour créer cette entreprise et pour commencer à faire prospérer leur idée. Et très rapidement, ils auront besoin de fonds supplémentaires qu'ils iront rechercher prioritairement dans un premier temps auprès de leurs proches, ce qu'on appelle du love money. Donc, ils vont démarrer avec 10-20 000 euros, ils vont réussir à lever 50 000, mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus. On a besoin, pour avancer, de 100 000, 500 000, voire 1 million. Et là, c'est le coup de pouce nécessaire. C'est ce moment-là que nous intervenons. Anna, Walid, c'est comme ça que vous avez fonctionné chez Millet? Oui, c'est exact. On a fait d'abord de la love money, après on a contracté un peu de dette et là on est en levée. Bon, voilà. Ben c'est très bien. On va continuer cet échange juste après la pause parce que, oui, il y a une pause en radio, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Allez, à tout de suite. Là aussi, c'est important. Voilà. Et le mardi, c'est l'emploi. Et c'est super intéressant, encore une fois, soir. Voilà, on a des super invités. On a Aurélien Pogam, qui est directeur associé France de Astrelia, qui est un cabinet de conseil en ingénierie. Anna Walid, qui est cofondatrice de Millet, une marque naturelle dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Christophe Pinguet, directeur du pôle Doc et Mag chez Troisième Œil, qui est rattaché à Media One. Ah, justement, j'avais une idée de documentaire. Ah bah voilà, ça tombe bien. Vous allez pouvoir faire votre pitch, Frédéric Brindel. C'est très bien, voilà. Et Paul Léon Daridis, qui est président du réseau des business angels des grandes écoles. Alors, une petite mise en bouche quand même. Oui, parce que nous avons discuté avec Judith au moment de préparer cette émission. Il fallait aborder absolument la question du pilotage et du recrutement. Un pilotage des ressources humaines efficace et un recrutement bien pensés sont des éléments essentiels pour le sujet et la croissance de nos entreprises. La gestion efficace des talents et le recrutement judicieux des collaborateurs sont les fondements d'une organisation performante et sa colonne vertébrale, appelons un chat un chat. Essayons donc de comprendre ensemble les tenants et les aboutissants de ces concepts, chère Judith. Oui, Aurélien Pogam, on va commencer par vous. Vous, c'est un peu la guerre, je crois, pour recruter des consultants informatiques, si j'ai bien compris. Déjà, vous les prenez en CDI, et donc il faut les attraper et puis il faut les fidéliser. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est les deux pans, recrutement et fidélisation. Donc là, sur l'aspect recrutement, nous, on a 3 sources aujourd'hui de recrutement. Donc on a une équipe dédiée de chargés de recrutement qui sont à la fois, qui ont une casquette recrutement, IT, pour comprendre, qui puissent parler le même langage que les consultants, et qui ont aussi un vernis finalement commercial, parce que c'est aussi de la chasse aujourd'hui. Les talents, ils viennent pas à nous, il faut aller les chercher. Ils sont en position de force d'une certaine manière. Ils sont complètement en position de force. Ils sont très courtisés. Enfin, je donne un exemple. On a des consultants même qui sont salariés chez nous, qui sont pas en recherche. Ils sont sur aucun job board, etc. Ils reçoivent comme 20-30 sollicitations par semaine. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais ça? Vous devriez devenir ingénieur informatique. Peut-être. On pourra vous former chez nous. Une formation rapide pour Frédéric Brindel. Voilà une bonne idée. Donc voilà, donc ça c'est effectivement leur quotidien. Alors je les salue parce que ce qu'elles font, c'est effectivement réussir à en quelques minutes pouvoir identifier les attentes d'un candidat. Ça le fait ou pas aussi. Exactement. C'est un trait, et sans elles, on serait pas là aujourd'hui. On est en hyper croissance. On est 230 salariés actuellement en 5 ans, et c'est aussi en 5 ans vous êtes passé à 230. Exactement. Donc en croissance organique, en croissance externe. Donc ça c'est la première source. La deuxième, c'est ce qu'on appelle nous la cooptation, qui est pour rappel, donc la cooptation, c'est du parrainage, un salarié qui est déjà chez nous, qui nous coopte, donc quelqu'un de son réseau. Et ça, c'est aussi un élément pour nous important, c'est 21% de recrutement à peu près.
Et l'avantage, c'est que c'est du gagnant-gagnant parce que nous, on recrute aussi à l'image de nos collaborateurs. Et l'avantage, c'est que les collaborateurs, eux, le lien s'entretient dans le quotidien. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et la dernière source, c'est le réseau, bien sûr. Donc, ces trois sources-là font qu'aujourd'hui, ça fait que vous arrivez à fonctionner. Exactement. Mais c'est pas si simple que ça. Ouais. Christophe Pinguet, vous avez différents statuts dans vos salariés. Enfin, c'est même pas que des salariés. D'ailleurs, vous avez les consultants, les prestataires, les pigistes. Vous recherchez régulièrement des journalistes qui font de l'enquête. Vous embauchez dans les métiers techniques, le caméra, la montage, l'animation, l'infographie. Bon, c'est pas simple tout ça. Comment vous faites pour fidéliser, accompagner, recruter, dans tout ce bazar, excusez-moi le terme. Mais là, contrairement, vous êtes en position de force quand même, Christophe. Oui et non, parce que chez nous aussi, il y a des recrutements difficiles et il y a ce qu'on appelle le mercato, comme dans les équipes de foot, puisqu'effectivement, les talents qui sont devant l'antenne sont des gens importants, puisque ça sert aussi à présenter des émissions, à les faire, à présenter des magazines ou des documentaires. Donc il y a un mercato tous les étés, en général, avec, on le voit d'ailleurs en ce moment en télévision, Hanouna a annoncé un certain nombre de journalistes et de personnalités qui rejoignaient son équipe. On a suivi. Nous, sur C'est à vous, c'est la même chose. Il y a aussi des gens qui vont changer. Donc il y a cette forme-là qui est un peu compliquée, parce que là, c'est vraiment que du réseau, c'est des gens qui sont face à la caméra, donc c'est un petit peu différent. En revanche, sur les personnels techniques, on a besoin vraiment aujourd'hui en télévision, et notamment avec l'IA dont on parlait tout à l'heure, de capacités techniques de personnel ultra qualifiés, notamment au niveau des infographies. C'est vrai que sur les caméramans, c'est plus facile. Les réalisateurs sont aussi très bankable, donc c'est-à-dire que par exemple, vous voulez signer un documentaire avec Arte, vous prenez pas n'importe quel réalisateur, c'est qu'ils ont déjà fait, etc. Donc il y a aussi là une importance à aller chercher des talents tout le temps. Et je vous parle pas des plateformes où là aussi, évidemment, quand vous signez, j'ai fait 2 documentaires chez Netflix, il faut que les gens soient Netflix compatibles, ou en tout cas Netflix ou Disney ou autre, ou Amazon. La polyvalence aussi est un élément de plus en plus important, on le dit aux jeunes qui débutent dans ce domaine. Ouais. Alors moi qui suis très vieux, en revanche... nous sommes 2, voilà. J'ai acquis cette polyvalence dès le départ, en fait, parce que quand j'ai fait mon école de journaliste, j'ai aussi fait une école de ce qu'on appelle un JRI, journaliste reporter d'image. Voilà, exactement. Et j'avais donc la qualification à la fois de journaliste et à la fois la qualification technique de caméraman, à laquelle j'ai rajouté la qualification technique de monteur, donc j'étais très-qualifié, ce qui m'a permis très très vite de trouver du travail, et puis après de monter les échelons pour un niveau de producteur. Mais la polyvalence est extrêmement importante, et elle est de plus en plus courte. Voilà. Moi, je travaille avec beaucoup de personnel féminin, je ne sais pas pourquoi. On va en parler tout à l'heure, ça tombe bien, on va parler de la parité sur le lieu du travail. Moi aussi, je travaille avec un personnel féminin. Oui, très féminin. Alors, justement, pour parler de la femme, on va passer à Millet. Anna Wali, de la compatibilité culturelle quand vous recrutez des candidats. J'imagine que c'est un peu incontournable, justement, pour développer une marque telle que la vôtre. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à votre état d'esprit, quoi. Ça va être surtout la sensibilité aux problématiques, c'est-à-dire vraiment avoir je sais pas, la question de l'endométriose, du postpartum. Enfin, il y a des femmes. Enfin, on a il faut qu'elles se sentent concernées. Un homme, cela dit. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et lui, il se sentait concerné. Élevé par sa mère. Concerné. Et en fait, et puis très empathique avec ce type de problématique. Mais avant, si vous me permettez, je voudrais revenir sur la question de la polyvalence, puisque quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qu'on apprend clairement au début et que c'est très clair. C'est-à-dire, faut à peu près savoir tout faire. Et ensuite, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est d'arriver à structurer. C'est-à-dire que très vite, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout faire. Donc nous, on était deux associés. Donc très vite, il a fallu se faire une répartition des tâches, être capable de structurer, être capable de déléguer et donc de préparer les possibilités de déléguer très rapidement, ou en externalisant, ou en recrutant des stagiaires ou des alternants. Enfin, je parle vraiment du tout début. Et en fait, ça, c'est une phase d'adaptation aussi. Pour vous, on imagine, c'est-à-dire tout d'un coup, vous devez vous décupler sur tous ces secteurs-là. Oui, et qu'en fait, on pense que c'est très intuitif, et ce n'est pas que très intuitif, c'est-à-dire que vous réfléchissez vraiment à un moment à la répartition des tâches et à comment vous allez faire pour structurer et pour donner aux gens, pour arriver à déléguer suffisamment rapidement et bien. Enfin, vraiment, c'est toute une méthodologie qui se met en place. C'est de la technique de management, tout simplement. Il faut manager, c'est aussi être capable de déléguer. Ah, complètement. Ouais. Et puis, c'est une condition de survie. Quand vous êtes, Paul-Léon Daridis, vous qui travaillez avec des élèves, des anciens élèves de grandes écoles qui ont certainement aussi pas mal de business, puisque c'est des business angels, comment ils se positionnent justement sur ces problématiques, eux, par exemple, quand ils vont investir sur une start-up, est-ce qu'ils vont avoir un œil sur le recrutement, ou alors ils donnent juste des sous et ils laissent faire?
Non, bien au contraire. Nous ne sommes pas que des financeurs passifs, nous sommes aussi des accompagnateurs des startups. Donc, nous allons, en tout cas, certains de nos membres qui ont investi, qui sont volontaires, que nous appelons des accompagnateurs, vont siéger dans un comité stratégique avec les fondateurs et les fondatrices des startups pour les conseiller aussi bien au niveau business qu'au niveau recrutement. Dans une des startups que j'ai accompagnées, la fondatrice qui cherchait à recruter un directeur commercial parce que c'était une ressource qui lui manquait, avait vu 3-4 candidats et elle m'a demandé, à moi ainsi qu'à d'autres business angels, de leur faire passer des entretiens et de lui donner notre avis sur le potentiel de ces candidats. Voilà, donc nous faisons plus que d'investir. Voilà. Oui, tout à fait, ce qu'on appelle la smart money. Nous, on a fait ça aussi, on est au réseau Entreprendre. C'est-à-dire l'intelligence... l'argent intelligent. L'argent intelligent, voilà. Voilà. Et nous, on est comment dire, lauréat du réseau Entreprendre. Et en fait, effectivement, on a fait la même chose. À chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on demande à nos mentors de faire passer des entretiens. J'ai l'impression que vous êtes loupés tous les deux, mais vous allez vous retrouver quelque part. Peut-être sur le chemin, allez savoir. Allez, encore une petite pause avant de continuer cet échange passionnant. On y revient. Vous bougez pas et nous, on reste là, évidemment, sur Sud Radio. À tout de suite. Je pensais que vous auriez le premier mot. Vous attendiez que je dise c'est quoi le mardi ? Oui, voilà. Et moi j'allais dire, on est en train peut-être de créer des vocations auprès des auditeurs de Sud Radio, parce qu'avec nos 4 invités, c'est un vrai plaisir. Voilà. Allez, une petite mise en bouche, cher Frédéric. Oui, le thème maintenant, c'est le volume d'activité et le financement, le fameux. Une organisation efficace du volume d'activité et du financement permet de créer une base solide, vous l'aurez compris, pour la performance et la croissance de nos TPE, PME, petites moyennes entreprises, et ETI, établissements entreprises de taille intermédiaire. Alors, quels sont les liens entre ces deux aspects et surtout, une gestion minutieuse et prudente dans sa planification suffit-elle à contribuer au succès de l'entreprise ? Eh ben, parlons gestion justement, avec vous, Anna Walid. Quels sont les principaux défis que vous affrontez justement pour créer une croissance et pour justement, vous êtes, j'imagine, aller chercher des financements ? Comment vous fonctionnez et comment vous avez rendu votre produit attractif ? Vaste question. Vous avez 2 minutes. Oui, voilà, 30 secondes. J'ai 22 secondes. Alors, chez Millet, l'idée, c'est d'abord de... La première question, en fait, on a commencé à commercialiser en avril 2021. Et cette année-là, on a décidé de ne pas investir trop en communication. Si vous voulez, le seul médium de communication qu'on utilisait, c'était on donnait des produits aux professionnels de santé, aux sages-femmes, aux gens que ça concerne, quoi. Aux gens que ça concerne et qui avaient envie d'essayer. Et en fait, le premier test, c'était la question du réachat. C'était est-ce que ces produits vont pouvoir être achetés derrière, etc. Une fois qu'on avait ces premières données, qu'on était rassuré sur justement le pouvoir d'interaction des produits en eux-mêmes, parce que ce qu'il faut dire avec Millet, c'est qu'on est sur des besoins solutions très forts, c'est-à-dire que vous avez, la sécheresse intime, les tensions mammaires, les bouffées de chaleur, des problématiques où si le produit n'apporte pas satisfaction, qui est cosmétique ou complément alimentaire, globalement vous rachetez pas. Donc en fait, il y avait déjà sur une période assez courte, on imagine aussi. Alors sur les compléments, c'est 1 mois, quoi, c'est ça à peu près ? Un peu plus, ouais. Un peu plus. Mais effectivement, ça doit aller. Il faut que ça aille un peu vite. Et quand vous avez compris que ça marchait, vous avez commencé à développer, et ensuite vous avez cherché des distributeurs. C'est ça que vous avez D'abord, on a commencé à investir en communication. Effectivement, ça c'est un vrai sujet parce que sans investissement, c'était pour en fait agrandir la base de clients. C'est-à-dire qu'on avait une base de clients fidèles, on le savait. Maintenant, la question, c'est comment on l'agrandit. Donc, publicité, etc. Oui, exactement. Influence, etc. Enfin, tout ça, c'est des leviers qu'on a mis en place progressivement, en testant toujours. La règle, c'est test and learn, quoi. Et ensuite, effectivement, on a démarché des distributeurs et on est rentré en distribution, alors assez rapidement chez certains d'entre eux, mais on est rentré au bon marché chez Mademoiselle Bio, dont 30 Monoprix en France. Enfin, on a vraiment testé différents... dans les pharmacies, et différents comment vous faites canaux de distribution. Sur les volumes du coup, parce que tout d'un coup, il a fallu beaucoup produire. Ça, vous faites comment ? Vous anticipez ? C'est sur commande ? Ça, on n'a pas le choix. Alors, je peux vous dire que vu les pénuries de matières premières, il faut commander bien 8 mois avant. Donc, vous avez des gros stocks, quoi. Donc, en fait, on suit nos stocks de façon ultra précise. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, on commande de plus en plus en grande quantité. Avec la période Covid, etc., plus la guerre en Ukraine, il y a eu des pénuries au niveau des livraisons dans tous les domaines.
Aurélien Pogam, Astrelia fait du conseil en ingénierie. Vous allez placer des gens dans des entreprises, c'est ce qu'on dit aussi depuis tout à l'heure. Combien de clients, parce que je dis quand même, vous avez un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2023 de 30 millions d'euros quand même. Bravo, c'est assez énorme. Combien de clients pour ça, et comment est-ce que vous faites pour les fidéliser justement? Alors effectivement, nous dans notre métier, on est au centre en fait. C'est-à-dire qu'on a évidemment les problématiques de nos clients bien sûr, et les problématiques de nos salariés. Et c'est aussi un élément évidemment pour les fidéliser. Aujourd'hui, en termes de clients, donc on est sur des clients, on parle de TI, donc on est plutôt sur des grands comptes. Donc on a des volumes de demandes de prestations qui sont assez importantes. Donc on a ce qu'on appelle des référencements, des contrats cadres qui nous permettent de travailler avec eux. Donc ce qui nous a permis effectivement de croître assez rapidement sur ces 5 premières années. Donc ça, c'est le côté client. Et après, il y a le côté, effectivement, fidélisation de nos salariés, qui pour moi, est sur 3 axes, on va dire, c'est le côté adaptabilité, proximité et les valeurs de l'entreprise. Et dans les valeurs, qu'est-ce qu'on met? On parle pas mal des RSE en ce moment, donc de responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, si on en parle après, je pourrais l'évoquer, mais c'est un des points pour nous qui est primordial aussi pour attirer et fidéliser les consultants. Quoi. Exactement. Christophe Pinguet. Alors sur le financement, là on va rigoler parce que ça coûte cher dans ce domaine. Oui, alors le financement, effectivement, ça reste le débat. Il y a chez nous, l'avantage qu'on a, l'avantage et le désavantage, c'est qu'on connaît à peu près le volume d'affaires qui se fait en France. Elle est fluctuante, la demande de vos clients ou pas, Christophe? Alors, elle est plutôt à la baisse en ce moment, mais on sait combien dépensent France Télévisions pour leur programme chaque année, pareil pour TF1, M6, etc. Donc, on sait à peu près le volume d'affaires. La croissance, elle se fait soit en croissance externe, c'est-à-dire en achetant d'autres entreprises pour récupérer un peu plus de ce marché-là. Et puis surtout chez nous, chez Mediawan notamment, aujourd'hui on réfléchit beaucoup et on travaille beaucoup sur l'international. C'est-à-dire qu'on commercialise nos programmes à l'international. Et aujourd'hui l'idée c'est quand on réfléchit sur un concept, qu'on propose un nouveau magazine, qu'on le met en place avec une mécanique, il est systématiquement pensé pour être aussi exporté. C'est-à-dire que ça plaise aux Anglais, que ça plaise aux Italiens, que ça plaise en général aux pays européens qui peuvent nous acheter ces programmes-là. Et effectivement, moi dans la dernière émission que j'ai mis en place, qui s'appelle Top Mécanique, qui est une quotidienne chez RMC Découverte. Elle a été réfléchie pour être vendue aussi à Discovery dans le reste de l'Europe. Voilà, pour ça, on va chercher, en étant le marché, en allant le chercher à l'international. Est-ce que, justement, on peut vendre le même type de programme à n'importe quel pays? Ou alors vous vous dites, bon, là, on va faire ce produit, on essaiera de le vendre à l'étranger, mais ça ne sera que sur cette partie du monde. Vous avez déjà identifié? Oui, ça, on le sait à peu près. On sait ce que vont aimer les Allemands, les Anglais, les Américains. On sait par exemple qu'un documentaire animalier qui coûte assez cher se vend extrêmement bien à l'international, puisque bon, par définition, il n'y a pas de langue, les animaux ne parlent pas. Il suffit de changer la voix. En revanche, vous leur faites traduire, oui, voilà, c'est ça. C'est pour la plaisanterie, mais cela dit, on sait qu'effectivement, les Allemands sont friands d'émissions automobiles. Ils adorent ça. Ils adorent les sports méca. Quand on a fait le documentaire sur le centenaire des 24 heures du Mans en juin dernier, puisque Le Mans avait 100 ans, il a été vendu dans 22 pays. Ah ouais, joli. Voilà, il a été réfléchi pour être... C'est pour ça qu'il y avait un gros budget sur ce film-là, parce qu'effectivement, en amont, on a été chercher cette clientèle-là et on signe un accord cadre sur lequel il s'engage à prendre le documentaire quand il sera fait. D'accord. Voilà. Alors vous, Paul-Léon Daridis, justement sur les sources de financement, les différentes sources de financement et les besoins des entreprises, comment elles font pour identifier et comment vous savez où vous allez, je vais y arriver, décidément. Ça viendra, où est-ce que vous allez vous positionner justement en amont? Alors, c'est toute la difficulté de savoir qui on va financer et comment. Alors, tout d'abord, je dois préciser que nous sommes un réseau d'investisseurs. Nous sommes une association loi 1901, donc sans but lucratif. Ce sont nos membres qui investissent leurs économies dans les startups qui sont présentées par le réseau. Donc, nous avons à peu près 1000 dossiers par an. Un tri est fait par nos membres pour arriver à une présentation en pitch. Excusez du terme anglais, mais c'est le terme qui est utilisé. C'est une présentation courte et efficace. Une présentation orale qui dure une dizaine de minutes. Et là, soit ça accroche, soit ça n'accroche pas. Et si ça accroche, on va au fond des choses. On regarde si le projet est solide, si il est dérisqué. Et à ce moment-là, nos adhérents
vont investir dans le projet et après continuer à l'accompagner, comme il a été dit tout à l'heure. Donc, toute la difficulté, c'est de choisir les bons projets et de faire la part des choses. Et pour ça, je dois dire que le tempérament ou les qualités des fondatrices et des fondateurs est essentiel. Alors, il y a énormément de montages qui sont faits, des montages financiers, et ça, les entreprises aussi jouent avec ça. Dans l'accompagnement du développement des entreprises, il y a toujours le relationnel avec des fonds, des fonds multiples. Absolument. Alors ça arrive dans une deuxième étape. Nous, notre rôle, c'est de mettre le pied à l'étrier. Oui, c'est le premier financement. Commence à se développer. Et dès que ça prend... dès qu'il y a besoin de montants complémentaires, là, il y a ces montages dont on parle avec des fonds d'investissement qui vont intervenir, nos business angels qui continuent, mais ce n'est plus eux qui vont jouer le premier rôle. Et là, on a des montages qui parfois sont assez complexes pour le développement. Paul Pogam, chez Astrelia, finalement, là maintenant vous tournez avec vos clients, bien évidemment, parce qu'on l'a dit, vous allez faire 30 millions, mais on imagine qu'au départ, c'était pas forcément ça non plus. Comment vous avez fonctionné au départ sur les financements, justement ? Sur les financements au niveau du groupe, donc il y a Astrelia, aujourd'hui il y a 2 entités, Astrelia France, Astrelia Suisse. Oui. Il y a 2 cofondateurs au niveau du groupe qui s'appellent François-Xavier Pelé et Laurent Dudonné. Qui ont financé effectivement au début les investissements, que ce soit les locaux, le personnel, parce qu'effectivement il y a un investissement fort au départ qui s'est fait. Parce qu'on n'avait pas ouais, exactement. Donc on n'avait pas cette problématique aujourd'hui de BFR, de besoin de roulement, qui nous a permis aussi de pouvoir aller assez vite dans notre croissance. D'accord. Donc c'est plus facile de financer quand on est suisse que quand on est allemand. La question traditionnelle. Ça dépend du suisse et de l'allemand, a priori. Et vous, Christophe Pinguet, on sait que Troisième Œil, au départ, c'était une petite boîte de prod aussi. Vous avez fonctionné comment ? C'était en fonds propres ? Une petite société créée par Pierre-Antoine Capton sur fonds propres, effectivement. Et je crois même, pour la petite histoire, c'était ses indemnités de licenciement de la société pour laquelle il travaillait avant. Il a tout mis dedans. Et puis, petit à petit, il a créé Troisième Œil, qui est une belle machine. Ouais. Combien de prod vous faites à l'année chez Media One maintenant ? Alors chez Mediaone, je ne pourrais pas avoir tout le chiffre parce que pour Troisième Œil, vous savez. Donc sur Troisième Œil, je n'ai pas le nombre exact, mais on a, si vous faites les quotidiennes déjà, c'est à vous, c'est quasiment 200 émissions par an, donc ça va très très vite. Non, c'est plus d'un millier d'émissions magazines et documentaires. Anna Walid, on parlait de la gestion de vos volumes et de comment vous avez positionné les produits au départ dans les rayons, etc. On imagine que ce dont on parlait dans l'introduction, c'est-à-dire une gestion minutieuse et prudente et une planification hyper précise, c'est un peu la raison du succès de votre entreprise Millet aussi. La gestion des fonds d'être hyper précis dans la gestion, dans le positionnement de vos produits. Ah oui, et puis c'est du monitoring semaine par semaine. Enfin, en ce qui concerne que ce soit qu'il s'agisse de l'argent nécessaire ou alors des stocks. Pour le coup, on a une super DAF qu'on a externalisée parce on était trop petits pour. Quand vous dites DAF, qu'est-ce que c'est une DAF pour les auditeurs? C'est elle gère toute la partie financière. Voilà. Et en fait, parce au début on était trop petits, on pouvait absolument pas recruter quelqu'un avec ces compétences-là. Et en fait, elle nous a... Donc ça, c'est un poste clé dans une entreprise, une DAF. Elle nous a mis des alertes partout, en fait. Ça s'allume de tous les côtés dès qu'on rentre dans une zone de risque. Ok. Et vous, vous avez une DAF aussi, on imagine. Oui, tout à fait. Merci d'avoir la définition. Bonne voiture, bonne voiture. On a bien sûr une DAF. On a aussi un service qu'on n'a pas évoqué, mais sur l'aspect communication, parce que la marque employeur, c'est aussi un élément important pour développer et fidéliser et attirer les talents. Surtout dans notre modèle, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que nos salariés, pour la plupart, ils sont détachés chez nos clients. Donc le besoin d'appartenance, il est encore plus fort. Donc, ce qui nécessite pour nous, je ne veux pas de proximité, c'est important, c'est que on fait beaucoup d'événements, on fait des after-work, on fait des déjeuners, on fait autour des thématiques, on fait des formations, on a un outil collaboratif sur lequel les gens partagent justement leur savoir, on a un ERP interne. Donc l'objectif, c'est de diffuser l'information pour que chacun puisse aussi s'auto-former sur ces sujets. Donc, ce qui est très intéressant, en fait, c'est un budget qui est alloué à ce genre d'opération, mais qui est difficilement quantifiable parce qu'on est dans le relationnel. On va investir peut-être sans avoir de retour. Ça, il faut le justifier.
Alors, bien sûr, on a un budget communication qu'on a déterminé. Le ROI est pas toujours, il est mesurable parce que nous derrière, on le ressent notamment sur le turnover, donc c'est le fait des départs, les gens qui rentrent. Et chez Astrelia, il est plus faible que le marché. Il faut savoir sur le marché des ESN aujourd'hui, le taux de turnover, il tourne entre 17 et 20%. Ah oui, c'est pas nous, mal, on est autour à peine des 10. Bravo. Voilà. Donc, on peut le mesurer aussi par ces éléments-là. Ouais. Christophe Pinguet, quand on a une machine qui ronronne comme c'est à vous, parce que ça fait un certain nombre d'années en plus. Qui ronronne. Qui fonctionne, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Ça ronronne, c'est là. C'est un truc, ça fait partie des indémodables, des évidences de notre c'est à double télévision tranchant. française. C'est à double tranchant. Bon, vous avez fini de me contredire, là c'est ça qui fait la beauté d'un duo, ma chère Judith. Enfin. Alors, quand on a une machine qui ronronne, donc, comme c'est à vous, Christophe, communiquer, c'est important quand même? Oui, communiquer, c'est important. Mais nous, la principale source de dépenses, je dirais, elle est dans le développement. Parce qu'il faut fabriquer, penser les émissions. Donc, il y a des gros budgets de développement pour conceptualiser un magazine, conceptualiser un documentaire. Et là, on dépense de l'argent qui, parfois, est à fond perdu. Parce qu'évidemment, on ne vend pas systématiquement le magazine ou l'émission après l'avoir développé. Donc la partie financière importante et à bien gérer, et je voudrais revenir sur l'importance de la DAF ou du DAF, nous c'est un DAF. D'accord. Mais, ça arrive effectivement, aussi. Aujourd'hui, dans des sociétés comme les nôtres, on parlait tout à l'heure de petites sociétés artisanales au début, le DAF est extrêmement important. On pilote au jour le jour. Le cost report est permanent chez moi et on sait exactement à l'instant T combien on a dépensé et combien on va recevoir. Au centime près, on imagine aussi. Ouais. Et l'autre partie très importante dans l'audiovisuel, on n'en a pas parlé encore, c'est le juridique. Oui. Le juridique aujourd'hui est devenu essentiel. Moi, j'ai commencé la télévision il y a 35 ans. On n'avait même pas de juriste. Enfin, on travaillait sans directeur du juridique. Aujourd'hui, c'est indispensable. Et je dis que moi, je travaille tous les jours avec eux. Et on ne fait rien, on ne sent rien sans que ce soit validé à la fois par le DAF et par le service juridique. Vous pouvez être attaqué à n'importe quel moment sur le contenu, c'est ça, sur le contenu. Sur le contenu, sur les gens qu'on filme, sur les lieux où on a filmé, c'est sur les choses qu'on dit, et ça va très très vite. Donc le juridique aujourd'hui, les contrats sont bétonnés. C'est-à-dire que quand vous interviewez quelqu'un pour un magazine, vous faites signer une autorisation de tournage, à la fois pour lui, pour le lieu où vous filmez, et puis qui est valable sur 20 ans. Sinon c'est compliqué. Vous nous autorisez à continuer de vous interviewer là, on est d'accord. C'est avec un grand plaisir. Très bien. On remercie Paul-Léon Daridis. Merci de votre participation. Je rappelle que vous êtes président des réseaux des business angels des grandes écoles. On garde votre numéro de téléphone pour Anna Walid. Oui. Voilà. Oui, on va vous mettre en contact. On a bien compris. Voilà. Et vous, auditeurs de Sud Radio, vous restez avec nous. On continue juste après ça avec les vraies voix de l'emploi. On a encore un beau petit quart d'heure emploi. Sympathique. Et pour créer des vocations. À tout de suite. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Le micro est ouvert. Cette fois-ci, je vais la faire. Le mardi, c'est quoi? C'est l'emploi. Eh ben voilà. On est avec Aurélien Pagam, directeur associé France de chez Astrelia, qui est un cabinet de conseil en ingénierie. Anna Walid, fondatrice de Millet, marque naturelle dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Et Christophe Pinguet, directeur du pôle Doc et Mag chez Troisième Œil. Tout ça, ça fait partie des gens de à qui tout réussit. One. Des gens à qui tout réussit. Voilà. Les comme trois, vous, là. Frédéric Brindel. Oh, moi, c'est autre chose. Bon, allez-y, faites-nous une petite mise en contexte, du coup. Oui, nous allons évoquer l'égalité des chances au travail. Vaste sujet. Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances au travail est un défi continu qui nécessite une prise de conscience collective, un engagement sincère des employeurs et des actions concrètes pour favoriser l'inclusion et l'équité. Aujourd'hui, c'est un facteur non négociable de la réussite, notamment grâce au changement des mentalités qui deviennent plus inclusives et à la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, on y vient, le fameux terme, le RSE. La loi RSE, tiens, Aurélien Pagam, puisque vous aviez envie d'en parler tout à l'heure, on va en parler, c'est un sujet tombe bien. Chez vous. Ça tombe bien. Voilà. Et alors, juste faire un petit point pour les auditeurs qui sachent un peu de quoi on parle. La loi RSE, elle comprend les préoccupations sociales, environnementales et économiques des entreprises. Là, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est le social, mais on vous écoute.
Aurélien. Parfait, merci beaucoup. Donc le sujet, comme vous l'évoquez, est assez large. Donc il y a l'aspect environnemental. Donc nous, on est dans le monde du service. Donc c'est vrai qu'il est entre guillemets limité, mais on met quand même des choses en place. On a mis en place, effectivement, on a fait ce qu'on appelle un bilan carbone chez nous pour voir ce qu'on consommait en termes de CO2. On a mis en place des labels. On appelle par exemple Ecovadis, qui est un du marché aujourd'hui. Nous, on est statut silver, voilà, donc qui montre statut argent, pardon. Ce qui veut dire qu'on vous attend pour le gold. C'est voilà. Clairement l'objectif de la fin d'année. Voilà, donc pour moi, RSE, c'est égal valeur. En fait, au-delà des labels, c'est qu'est-ce qu'on propose réellement en termes de valeur. Nous, les points importants, c'est par exemple, on a Under the Pole, qui est une association aujourd'hui. Laurent Dudonné, que j'évoquais tout à l'heure, qui participe à cette association, qui est pour la conservation des fonds marins, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qui est important pour nous. On a François-Xavier Pelé, qui est un ancien rugbyman professionnel, donc l'esprit d'équipe, le c'était sport. pas un footballeur, Pelé. C'est facile. Continuons. Donc il y avait aussi... Normal, il est 19h49 en même temps. Donc ces valeurs-là sont importantes pour nous. On a mis en place un réseau de crèches aussi pour tous nos salariés, parce qu'on a une tranche d'âge aujourd'hui autour des 31-32 ans. Et la question, est-ce que vous êtes en parité totale ? Malheureusement non, on n'est pas, on aimerait. Vous êtes à combien ? Il y a plus de femmes, c'est ça, non ? Dans notre métier, on vous invite bien sûr toutes les femmes dans le monde de l'ingénierie à nous rejoindre, avec grand plaisir. Vous êtes à combien de pourcents ? On est à 70-30 aujourd'hui, qui est un peu meilleur que le marché. Après, on a réussi à le faire en interne, donc au staff, parce qu'on a essentiellement donc, sur le recrutement plus une majorité féminine, à la DAF aussi. Oui, sur la direction en fait, voilà. en général. Donc là, en interne, on est à 50-50. Par les pénuries, effectivement, on se retrouve effectivement 70-30 au global. Christophe Pinguet, est-ce que c'est un sujet aussi, j'imagine que oui, la loi RSE, cette responsabilité sociale, surtout sociale évidemment, et puis évidemment environnementale, mais le social dans la télé, c'est un vrai sujet quand même. Alors particulièrement chez Media One, effectivement, c'est l'avantage d'être dans un grand groupe qui se soucie de ça, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est une petite entreprise artisanale. Et c'est un bienfait. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une favorisation de l'intégration de gens, de personnel handicapés, par exemple, qui travaillent. J'en ai dans mes équipes, à la fois dans le journalisme même ou dans l'enquête, notamment. Donc ça, on en prend effectivement bien soin et on en est très content parce que moi, j'ai découvert des choses assez incroyables. Par exemple, allez-y, un exemple. Non, j'ai recruté il n'y a pas très longtemps une jeune fille qui souffrait d'une forme d'autisme. Alors pas un autisme grave, mais et qui s'est parfaitement intégrée dans l'entreprise et qui aujourd'hui rayonne, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis après, plus concrètement, sur les dons, effectivement, on soutient un certain nombre d'associations. Le dernier film que j'ai produit, qui est sorti au cinéma, c'est un documentaire qui s'appelle Invincible l'été, qui raconte l'histoire d'un entrepreneur, justement, de 40 ans, qui était à la tête d'une start-up, qu'il a vendu, une licorne, et qui a appris qu'il avait la maladie de Charcot. Bon, voilà, on a fait un documentaire là-dessus. Alors c'est un peu compliqué à proposer, mais c'est un très beau documentaire qui est encore en salle d'ailleurs. Et tous les bénéfices ont été reversés à la recherche pour l'Institut du cerveau. Bon, sur la répartition, alors il y a la mixité, mais pas seulement la mixité, il y a aussi les minorités. Tout à l'heure, on évoquait les postes de direction où il y avait une mixité, tant mieux. Vous, il y a une autre donnée, ce sont les postes de ceux qui sont les incarnations d'antenne. Et l'ARCOM, c'est-à-dire ex-CSA, oblige justement à des représentations. Et là, est-ce que vous y arrivez ? Moi, personnellement, j'ai eu le bonheur de commenter récemment les championnats par athlétisme. Mettre à l'antenne des personnes avec un handicap, ça nécessite aussi une habitude et c'est un vrai challenge. Alors, il n'y a pas que le handicap, il y a effectivement les origines, le handicap, les origines sociales, les origines ethniques. C'est à vous, on est le meilleur exemple. Regardez l'antenne de C'est à vous, regardez autour de la table. Bon, il y a Émilie Etranen-Guyenne, minorité non visible, il y a Mohamed Bouafsi, il y a un certain nombre de gens qu'on met à l'antenne. Et puis, le film qu'on a sorti sur Olivier Goua est en fauteuil, il ne verbalise pas parce qu'il est atteint de la maladie de Charcot, et pourtant il est incarnant. Donc, en tout cas, nous, on le fait et on s'y tient vraiment. C'est un des mots d'ordre du président d'ailleurs, pour effectivement avoir cette parité à la fois homme-femme, mais aussi valide, non valide ou moins valide, quoi.
Chez Millet, le RSE, c'est un sujet de base, puisque vos produits, ils respectent l'environnement. Donc, c'est un sujet auquel vous avez évidemment réfléchi. Et on imagine aussi que le rôle de l'entrepreneur en tant que femme et ses engagements, c'est un sujet, quoi, globalement, chez vous, hein, Anna Walid. Alors, effectivement, les produits Millet, déjà, ils sont bio dans leur majorité. Ensuite, l'idée, c'était de proposer des produits qui soient sans phytohormones et sans perturbateurs endocriniens suspectés, ce qui est hyper important, et notamment pour ce type de produit, parce que, par exemple, des femmes qui ont des cancers du sein, qui sont des cancers hormonodépendants, ne peuvent pas... les hormones et les phytohormones leur sont contre-indiqués. Donc quand elles arrivent à la ménopause, elles souffrent en fait, hein, c'est ça, oui, si mais elles même n'ont pas pas un traitement. Même avant. Il y a plein d'occasions dans la vie où on peut souffrir de déséquilibres hormonaux. Mais, donc en fait, l'idée, c'était de proposer des produits qui ne comportent quasiment aucune, voire pas du tout pour tous les cosmétiques, contre-indication. Ça, c'était hyper important. Et ensuite, en termes donc ça, c'était les produits en eux-mêmes. Après, on fait du Made in France, on a des packs recyclables, on est au 1%, on est au 1% pour la planète, et donc on donne 1% de notre chiffre d'affaires à l'ARTAC, qui est une association qui fait de la recherche sur les liens entre cancer et environnement, qui sont des études très peu menées. Enfin voilà, on a mis tout en place une série d'actions pour conformes à nos valeurs et à l'ampleur qu'on avait envie de donner. Le petit clin d'œil, vous me voyez venir sur la mixité, hein, vous êtes beaucoup femmes quand même, hein, je trouve. Il y a un homme. Oui, j'étais fière. Alors qu'il y a un homme qui va venir travailler avec nous. C'est cadeau, c'était pour moi celle-là. On file au 0826 300 300. Alain nous appelle. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir Alain. Alors Alain, vous étiez intermittent du spectacle et vous n'avez plus de statut parce que vous avez eu du mal à trouver des dates. Alors peut-être que vous allez trouver du boulot avec Christophe Pinguet ce soir, sait-on jamais. Racontez-nous un petit peu votre positionnement. Trouver des dates, trouver des contrats, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est pas compliqué, mais le problème après, c'est que les gens soient déclarés. Voilà, et donc avec le statut d'intermittent, on passe par le BUSO. Et donc voilà, vu que c'est limité à 6 dates par an, les employeurs, moi je joue dans des campings, dans des restaurants, dans des bars, dans des pubs. Et donc voilà. Bon, alors attention, hein, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Essayez de vous isoler, notamment il y a du vent. Je sais que c'est de la météo sur toute la France. Bon, on parle du statut justement, et vous nous dites que, notamment dans l'événementiel qui fait appel à de nombreux artistes, la situation a été catastrophique. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez face à des gens qui vous disent ok, mais pour déclarer, ok pour le statut, bof. Et de plus en plus. Oui. Oui, parce que oui, il y a du vent. Je suis désolé. Oui, parce qu'ils ont droit qu'à 6 dates par an. On vous entend vraiment pas bien, Alain. On va. On va vous laisser. Désolé. Je suis pas sûr que ce soit le vent. Je pense que ce sont les astéroïdes autour là de la planète sur laquelle vous êtes. Il va falloir leur demander de tourner. Mais justement sur ce statut, Christophe Pinguet, des intermittents et forcément il y a un problème de responsabilité sociale aussi. On entend beaucoup parler d'entreprises qui font du noir, hein, on peut le dire, du travail au noir sans déclarer. Vous, il a fallu vous imposer parfois nettoyer pour faire de la place justement à un système plus propre et fonctionnel? Non, je pense qu'il y a effectivement eu beaucoup d'abus. Oui, il y a eu des abus incroyables. Il y a encore quelques années, pour pas dire dizaines d'années. Aujourd'hui, je pense que c'est très encadré. C'est-à-dire que sur le statut d'intermittent du spectacle qui regroupe donc les techniciens vidéo, audio. Et toute autre chose de prestataire technique lumière, nous on peut les embaucher 120 dates par an. On peut leur faire 120 dates par an. C'est des contrats à la journée. Une fois qu'on passe ces 120 dates, soit on les intègre, soit ils préfèrent garder leur statut d'intermittent, qui n'est pas forcément un mauvais statut pour certains. Et dans ce cas-là, quand ils ont fait leurs 120 dates, ils reviennent l'année d'après faire encore 120 dates. Quoi. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Parce que, finalement, vous dites ils peuvent aller ailleurs, mais vous aimeriez plus les intégrer sur des CDI ou cette situation?
Moi, je préfère les fidéliser, évidemment, parce que quand vous travaillez avec quelqu'un pendant 120 jours, ça fait quand même beaucoup de temps. Il est formé déjà aux machines que vous utilisez, il est formé au personnel avec lequel il travaille. Donc là, récemment, j'avais un chef monteur qui était à 120 watts. Je lui ai demandé de passer en CDI chez nous. Oui. Et il a eu la gentillesse de le faire, parce qu'une fois de plus, le statut d'intermittent n'est pas ultra contraignant pour les gens. Il y a des avantages, ouais. Il y a beaucoup d'avantages. Déjà, ils se nourrissent dans plusieurs entreprises en termes de boulot, et puis quand ils ne travaillent pas, ils sont aussi rémunérés, en tout cas indemnisés. Et lui, il a dit OK, voilà, il avait envie de se fixer, il avait fait suffisamment de boîtes dans sa vie. Et là, depuis 1 an, il est avec nous en CDI. Moi, oui, si je peux les intégrer, je les intègre. Alors après, effectivement, comme nous... on va être obligé de vous couper, Christophe. On est hors temps, je suis désolée. On est d'accord pour tous les entrepreneurs qui sont autour de cette table que le RSE, la responsabilité sociale et économique des entreprises est très importante. Hein. On vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. Aurélien Pogam, je rappelle que vous êtes directeur associé France de Astrelia. C'est un cabinet de conseil en ingénierie qui cartonne. D'ailleurs, on peut le dire, bravo. Anna Walid, pareil, ça cartonne. Millet, Millet, c'est une marque naturelle dédiée à l'équilibre hormonal féminin. S'il y a des femmes qui écoutent, on vous recommande fortement ces produits qui sont sans aucune hormone de synthèse. Christophe Pinguet, vous êtes directeur du pôle Doc et Mag chez Troisième Œil et on voit vos émissions un peu partout. On donc, voit d'autant mieux qu'il y a un Troisième Œil, justement. Voilà, ça c'était la blague de la fin. Et puis, vous, les auditeurs de Sud Radio, on vous embrasse bien. Oui. On vous retrouve demain. Justement, j'ai fait une blague. En forme et de bonne humeur. Oui, parce que tout de suite après, c'est Love Music et Yvan Cujouz reçoit Patrick Sébastien. Voilà. Il a d'autres blagues aussi. Voilà. Ouais. Merci. Un peu grasse aussi. Allez, vous dites ça, non? Pourquoi pas? Allez, à demain. Merci à toute l'équipe autour de notre réalisatrice Lucille Montier. Au revoir. Merci Lucille.